Le monde souffre de 4 maux: la corruption, les guerres, les pandémies, la violence. Ce constat n'est pas de moi, mais de l'homme d'affaires rwandais Thomas Gatabazi. Et il ne croit pas si bien dire en plaçant la corruption en top liste des mots, des 4 maux dont souffre l'Afrique, puisque indique Transparency International, l'Afrique reste malheureusement la région la plus touchée par ce phénomène, qui lui coûtait en 2019, selon la Banque africaine de développement, plus de 148 milliards de dollars par an, ce qui représente 25% du produit intérieur brut du continent. Comment sévit la corruption au Burkina? Où en est-on de la lutte? Que révèle le dernier rapport sur la question dans notre pays? Ce sont là des questions inscrites au rôle de cette 3e audience de la semaine du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV. Et pour en parler, le tribunal a convoqué pour vous, dans ce prétoire de l'actualité, Sagado Nakanabo. Il est secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, merci président, merci juge. Merci. Et je m'excuse pour le retard. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, notre 2e juge n'a pas pu être dans le prétoire aujourd'hui. Donc, on va faire avec juge Bernard Bougma. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et votre émission, le tribunal de l'actualité, jette chaque matin, vous le savez déjà, un regard pluriel et avisé sur les principaux événements d'ici et d'ailleurs, en ayant à cœur la sacralité des faits et la liberté des commentaires. Et à l'instar des précédentes, cette 3e audience de la semaine démarre avec les avant-propos des juges que je convoque. À présent, on écoutera juste l'avant-propos de Bernard Bougma. Juge Bernard Bougma, c'est donc à vous pour votre avant-propos du jour. Merci, président. Enfin, au niveau du Conseil supérieur de la communication, on a ce qu'on pourrait appeler cette fumée blanche. Parce que ça fait plusieurs mois de crispation, de cristallisation des forces, des passions. Donc, une institution au service de la République qui était bloquée également compte tenu des égos internes et des orgueils internes. Parce que pour leur ego, il y a des Burkinabés qui ne rechignent devant rien. Donc, devant cette affaire-là, à un moment donné, s'il y a des manquements qu'ils constatent au niveau des organes de presse. Donc, ce n'était pas normal que nous soyons dans une telle situation. Mais bon, le politique en a voulu parce que des instructions données par qui des droits n'avaient pas été respectées. Et donc, la conséquence, elle est là implacable. Quoi qu'il en soit, comme il y a un dossier au fond, en attendant en tout cas, il faut que le CSC, l'institution puisse bouger, puisque par mois, c'est des millions qui sont engrangés, qui sont engagés par l'État burkinabé sur le dos du contribuable pour les questions d'électricité, pour les questions d'eau, pour les salaires et pour le fonctionnement de l'administration, sans oublier tout ce qui rentre là-dedans. C'est beaucoup d'argent que l'État burkinabé dépense chaque mois pour une institution qui ne travaille pas. Bon. À quoi répond cette logique? Où on en veut, où on n'en veut pas, où il faut réformer, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dis que c'était une durée de trop. Et puis d'ailleurs, les anciens conseillers, ceux qu'on appelle les anciens conseillers, le groupe de Aziz, de M. Bamogou, ne laisse pas assez de temps. Donc, comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, en situation de crise, on peut se permettre que les égos des uns et des autres puissent gripper une machine institutionnelle d'une telle portée? Ça n'est rien comprendre. Donc, il a été confirmé hier par le décret. Ce qui reste, c'est la suite de comment est-ce que les choses vont évoluer. Parce que c'est un CSC qui ne pouvait pas rester à faune et à tourne, surtout dans ce contexte sécuritaire où, comme on appelle ça, les médias sont fortement sollicités, où la régulation également s'impose dans le respect des textes. C'est vraiment un ouf de soulagement. Le décret a été signé, donc Aziz Bamogou prend les rênes du Conseil supérieur de la communication. Espérons maintenant que les choses s'enclenchent de façon correcte dans cette situation de crise, comme vous l'avez souligné, pour que ce CSC joue pleinement son rôle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Bienvenue à ce nouveau décryptage de l'actualité sur la télévision interactive Tru TV et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine, que vous écoutez sur 100.7 en modulation de fréquence. Nous parlons aujourd'hui de corruption, oui, de corruption avec Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anti-corruption RENLAC. Mais en guise d'introduction, voici tout d'abord une fenêtre destinée aux généralité, juge Bernard Bougon. Oui, question de généralité, c'est un rituel chez vous chaque année. Le rapport sort, effectivement, et les commentaires vont dans le ou dans l'autre sens. Maintenant, c'est la collaboration. Est-ce qu'elle est facile dans cette affaire de... C'est vrai, il y a des gens qui dénoncent au téléphone et tout, mais pour creuser à un certain niveau, les gens collaborent jusqu'à la fin, ce que je veux dire. Ceux qui dénoncent. Pas toujours. Pas toujours. Parce que vous savez, la corruption, les gens la dénoncent quand ils en sont loin. Et une sœur religieuse nous a dit que les Burkinabés sont contre la corruption quand elle ne les concerne pas. Et ce que le juge dit est très pertinent. Et des fois, pour ne prendre que l'exemple de la CNDH, depuis 3 ans, nous avons des gens qui se plaignent de la CNDH, mais lorsque vous voulez aller plus loin, ils se rétractent. L'autre exemple, c'est le compte trésor du MPSR. Les gens, ils vous disent, ah, ce compte-là, c'est pas normal. Quand vous voulez aller plus loin, ils se rétractent. Et vous êtes là, bon, et tout bête, vous ne pouvez rien faire parce que l'information est capitale. Si vous n'avez pas les vraies informations, vous ne pouvez pas engager un dossier ni une procédure. C'est vraiment... Et la corruption, c'est... Et pour ne citer que ces exemples-là, une fois nous avons fait une étude que nous avons recommencée. L'étude de la corruption dans le secteur minier, nous avons eu à la faire 2 fois. Parce que la première étude n'a pas eu de résultat. Comment ça, on n'a pas eu de résultat? Non, ce que voulait... Personne ne voulait parler, c'est non. Ça? Il y avait une sorte d'omerta. Tout à fait. Et nous avons même dit que la mine, elle est sombre. Et le secteur est sombre comme la mine. Pour voir des informations, il a fallu recourir à d'autres expertises. Et vous avez pu finalement... On a fait l'étude, et même on a fait une deuxième étude il n'y a pas 1 an, et ces 2 études-là ont été très probantes, et actuellement quand même nous avons beaucoup de données sur la corruption dans le secteur minier. Alors je pose la question parce que effectivement le numéro vert c'est facile d'appeler, les uns et les autres ne veulent pas aller jusqu'au fond, mais pourquoi? Oui, parce que d'abord les gens ont peur, parce que quand vous engagez la procédure, nous avons vu un procès de corruption qui a traîné sur 14 séances, 14 renvois. On reporte, et les témoins, quand c'est comme ça, vous voyez que, à la limite, le gars se dit, mais c'est lui qui a cherché son problème. Il aurait dû ne pas commencer. Mais des fois aussi, les gens se précipitent. Ils entendent une rumeur, et ils appellent, ils disent qu'il y a telle chose. Mais quand vous voulez lutter et avancer, ils se rendent compte que non, leur information n'est pas pertinente. C'est vraiment ça le fond. Il y a la crainte et il y a aussi l'insuffisance et la difficulté d'avoir la vraie information quand ça concerne la corruption. Mais est-ce qu'il y a parfois des fausses informations? Oui. Des fausses dénonciations, je veux dire. Oui. Quand nous avons, par exemple, en 2020, nous avons noté que sur les 300 et quelques plaintes qu'on a eues, il y a eu quand même une trentaine qui se sont avérées infructueuses. Parce que lorsque nous avons voulu vérifier, ce n'était pas avéré. Quelqu'un nous a dénoncé par exemple un cas de vivre avarié et dans la province de, je ne sais pas, Koulpérigo, où c'est dans la région de Garango plutôt. Et lorsque nous avons envoyé nos enquêteurs, les vivres n'étaient pas avariés. Et nous lui avons répondu pour dire non, monsieur, votre dénonciation n'est pas pertinente. Mais c'est quand même marginal, parce que c'est moins du 10e des cas dénoncés. Ce qui montre que ce n'est pas inutile d'être prudent et de vérifier avant
de s'engager dans une dénonciation ou dans une plainte pour corruption. Ce n'est pas évident du tout, mais c'est une matière aussi qui est sensible. Les gens n'aiment pas toujours s'ouvrir. Et pourtant, depuis 2000, donc 22 ans maintenant, le Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, publie ces rapports-là. Celui de 2021, donc le dernier, sur l'état de la corruption au Burkina Faso, dégage quels enseignements phares principaux? Le premier qui me vient en tête tout de suite, c'est que c'est un fait avéré que la corruption au Burkina Faso ne recule pas, bien au contraire, elle avance. Deuxièmement, pour lutter contre la corruption, la volonté politique au sommet de l'État est indispensable. Et pour le moment, elle ne vient pas. Que ce soit les régimes, j'allais dire élus, qui sont constitutionnellement normaux, comme on le dit, ou que ce soit les États d'exception ou les États venus par coup d'État, ou que ce soit même les transitions, bon, la volonté politique, en tout cas, nous manque beaucoup. Et troisièmement, au niveau des acteurs non étatiques, comme le gouvernement, comme l'Assemblée, comme la justice, nous pensons qu'ils n'en font pas suffisamment. C'est-à-dire ce qui est de leur prérogative, nous pensons qu'ils peuvent et même qu'ils doivent faire mieux qu'ils ne font actuellement. Maintenant, au niveau des citoyens, il y a un fait que de plus en plus, on a l'impression que les gens n'ont pas peur de poser un acte de corruption. Tout simplement parce que les actes de corruption ne sont pas suffisamment sanctionnés. Voilà quelques enseignements que je pourrais dégager suite à la publication de ce rapport. Je rappelle que vous vous appelez Sagado Nakanabo. Vous avez été porté à la tête du secrétariat exécutif du RENLAC en avril 2019. Vous venez d'ailleurs de remplir pour 3 nouvelles années à l'issue, le 5 mai dernier, de la 22e Assemblée générale du réseau, donc le RENLAC. Et vous venez donc de nous faire le constat que, évidemment, la corruption ne recule pas au Burkina Faso. Juge. Oui, effectivement, la corruption ne recule pas au Burkina Faso parce que c'est d'ailleurs ce qui dit le rapport. Mais on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ? Parce que vous parlez de volonté politique, il y a des instruments de contrôle au niveau des corps de l'État, il y a des instruments de contrôle qui sont là, il y a des mécanismes qui sont là. L'administration burkinabé est très procédurière, parfois même au mépris de la performance. Ouais. Mais malgré tout, les actes de corruption sont là. C'est la question qu'on ne comprend pas. Vous avez affaire à l'administration burkinabé, les procédures sont longues et tellement minutieuses, on dirait même bien calées. Mais à l'arrivée, ça n'empêche pas la corruption ou les malversations. Pour avoir travaillé longtemps dans cette affaire-là, selon vous, l'explication se trouve à quel niveau ? Bon, des fois même, il faut dire que c'est dans le besoin de poser des actes de corruption qu'on allonge les procédures. Ah oui. Des fois. Parce que dans la normalité, elles auraient pu être plus courtes. Mais lorsque, hier seulement, on a eu un témoignage de quelqu'un qui dit que parce qu'il a refusé de donner le dessous de table, on a bloqué son marché pendant 2 ans. Donc, la longueur là, ce n'est pas dû seulement à la régularité ou à la volonté de respecter la procédure. Mais je veux dire que la procédure, elle peut être régulière, elle peut être pointue. Mais si l'homme lui-même n'est pas intègre, c'est clair qu'il va trouver dans cette procédure pointue et assez comme vous le dites, il va trouver les failles pour commettre l'acte. Donc le vrai fond, c'est la qualité des hommes qui sont sur les dossiers où on peut faire la corruption. Si leur intégrité est mise en cause, ils vont poser des actes de corruption. C'est vraiment, selon nous, le fond de la question.
Oui, c'est le fond de la question, mais il faut arriver à régler cette question. On va venir au cas du Burkina tout à l'heure en allant dans les grandes lignes de ce rapport, mais il faudra savoir d'abord que la Convention des Nations Unies contre la corruption aura bientôt 20 ans. Elle a été adoptée le 31 octobre 2003. Et pourtant, justement, malgré l'instauration d'une journée du 9 décembre, donc vous publiez votre rapport à la veille de cette journée internationale de lutte contre la corruption, qui vise à attirer l'attention du public sur les problématiques qu'implique ce phénomène, mais ce phénomène ne recule pas seulement au Burkina, un peu partout dans le monde. Le dernier indice de perception de la corruption, publié le 25 janvier 2022 par Transparency International et qui concerne donc l'année 2021, montre que, je cite, les niveaux de corruption restent au point mort dans le monde, 86% des pays n'ayant que peu progressé, voire aucunement au cours des 10 dernières années. Fin de citation. Il y a véritablement là de quoi être inquiet pour l'avenir de la lutte et même lâcher prise, non? Non, nous pensons que, bien au contraire, comme le phénomène ne recule pas, il faut que les acteurs de la lutte se disent que peut-être ils n'ont pas assez mouillé le maillot. Il faut qu'ils en fassent davantage. Il faut absolument, si on est convaincu que la corruption est une mauvaise chose, il faut absolument persévérer. Et c'est ce que nous faisons. Il faut faire en sorte que la tendance s'inverse. Peut-être qu'on n'a pas trouvé le bon mécanisme, ou en tout cas on n'a pas eu les acteurs les plus efficaces. Mais en tout cas nous pensons, en tout cas loin de nous, l'idée de désarmer ou de se décourager. Il faut plutôt persévérer. Oui. Donc vous ne désarmez pas, vous ne vous découragez pas. Est-ce que parfois vous ne vous dites pas que vous donnez des coups d'épée dans l'eau ou que vous criez dans le désert? Puisque finalement, c'est comme si la corruption est devenue la norme et que l'exception est la non-corruption. On se rend compte que, évidemment, le phénomène progresse et embrasse tous les secteurs et que finalement, c'est comme si c'était devenu normal de se livrer à ces actes de corruption. Bon. Vraiment? Ben, non, depuis 22 ans, vous publiez ces rapports. Oui. À quoi est destiné ces rapports si finalement on n'a pas un impact réel sur la régression de ce phénomène, aussi bien au Burkina que dans le monde? On l'a vu tout à l'heure avec cet indice publié chaque année par Transparency International. Oui. Peut-être que le phénomène, comme on l'a dit, ne régresse pas. Mais quand même, il y a des acquis, il y a des choses qu'on gagne. Il y a des procès contre des faits de corruption qui sont jugés de plus en plus. Et je prends un simple exemple. Dans le temps, le RENAC, par exemple, ne pouvait pas attirer quelqu'un en justice pour corruption. Depuis 2015, la loi anticorruption, qui est une avancée, est venue nous permettre de le faire. Et sur cette base-là, nous avions une trentaine en 2020 qui étaient en justice. Il y a quand même des jugements qui ont été faits. Et sur les jugements-là, il y a au moins 10 sur lesquels il y a eu des condamnations. Et bon, peut-être maintenant, par la suite, il y a des manques à gagner parce que les gens n'exécutent pas les peines de condamnation. Ça, c'est une autre paire de manches qu'il faut gagner. Mais ça ne recule pas, mais il y a quand même quelques résultats. J'allais dire, il y a des avancées, mais qui sont insuffisantes pour que le phénomène recule. Il y a certaines avancées, il faut continuer de se battre parce que justement c'est un grand mal, la corruption. C'est l'un des 4 mots, a dit donc ce Rwandais, et il place la corruption d'ailleurs en tête des mots qui ruinent le monde. Oui, juge Bernard. Oui, justement, c'était d'ailleurs la suite de ma question. Les actions judiciaires qui ont été entreprises, elles sont à quel niveau? Oui, en tout cas, d'abord nous sommes de plus en plus écoutés. Il y a de plus en plus de magistrats qui parfois même qui nous informent qu'il y a un procès en corruption, quand on n'est pas au courant, pour que, dans le cas éventuel, on puisse se constituer partie civile. Et je vous ai dit que sur 30 dossiers jugés en 2020,
nous avons quand même 10 sur lesquels il y a eu des condamnations. Bon, les autres sont en cours, puisque les procédures sont longues, ce n'est pas encore terminé. Mais 10 sur 30, c'est déjà quelque chose. Mais il faut dire que la justice, c'est pas simple. Parce que c'est comme si la justice donnait la possibilité aux corrompus, aux corrupteurs, de se tirer d'affaire d'une certaine manière. Les procédures, en tout cas pour ceux qui sont procéduriers, ils peuvent en profiter, j'allais dire, pour s'échapper. Mais il y a aussi là, comme je vous l'ai dit, il y a des agents qui ne sont pas intègres, malheureusement. Et lorsque des agents qui ne sont pas intègres rentrent dans le circuit, ça complique encore l'affaire. Sinon, et nous avons eu dernièrement un atelier avec les magistrats, on en avait une trentaine, sur les pôles ECOFI. Les pôles ECOFI, ce sont des pôles spécialisés dans la répression des crimes économiques. Parce que nous avons trouvé que la loi qu'on a eue en 2017, la loi 05, elle est bien. Mais c'est pas très bien. Cette loi-là pourrait être perfectionnée, pourrait être améliorée. Et nous avons échangé avec ces acteurs-là pour voir dans quel sens on peut améliorer cette loi-là afin de les permettre d'être plus efficaces, mais aussi d'être motivés. Parce qu'il y a certains qui y sont allés avec enthousiasme et au bout de 2-3 ans, ils ont démissionné parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Et nous allons donc proposer, tout comme on a eu à proposer une loi anticorruption, nous voulons proposer des amendements à la loi qui régit les pôles ECOFI, en espérant que ça permettra d'avoir plus de juges qui sont intéressés par ce domaine-là, et que ces juges-là pourront avoir plus de moyens et plus de, j'allais dire, de capacité pour pouvoir avoir plus de résultats contre les criminels économiques. Oui, vous avez parlé de dossiers qui sont passés en justice. Sur 30, il y en a eu 10, si j'ai bien compris. Parmi ces 10-là qui ont été jugés, lequel de ces dossiers vous a donné pleinement satisfaction? Lequel de ces dossiers vous pouvez brandir comme atout pour dire, bon, vous voyez quand même, on a avancé sur cette question et voilà ce qui a pu sortir d'une affaire de corruption par rapport à un dossier donné devant la justice? Ça, c'est en tout cas une question. Et quel dossier on pourrait brandir pour dire que les choses bougent, que les choses avancent, et en faire une sorte de référence pour dire, bon voilà, voilà un dossier de corruption qui a été jugé, qui a été bien jugé, et les coupables, entre guillemets, ont été proprement condamnés. Bon, je vais dire que le dossier que je vais citer, c'est pas pour dire que nous sommes pleinement satisfaits, mais nous pensons que ça montre qu'on peut, même les dossiers les plus complexes, on peut les aborder. Oui. C'est le carburant. La contrebande de carburant, c'est un épineux problème qui a beaucoup d'en dessous, mais malgré tout, le dossier a été jugé. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, comme je l'ai dit, mais le dossier a été jugé et des gens ont eu des condamnations. Nous avons trouvé que certains n'ont pas été condamnés à la hauteur de leur forfait, surtout que nous avons semblé percevoir que les juges ont fait un peu de... Ils ont favorisé en quelque sorte les acteurs publics par rapport aux acteurs privés pour éviter certainement, on suppose, que ces gens-là ne perdent leur boulot. Et bon, c'est humain et on comprend aussi, mais nous pensons que si malheureusement on ne quitte pas ces sentiments-là, on va toujours rester dans l'insatisfaction. Étant donné qu'ils ont commis les mêmes forfaits, c'est vrai que le juge, il juge dans son âme et conscience. Oui. Mais nous pensons qu'il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas percevoir qu'il y a semblé avoir 2 poids, 2 mesures. Si 2 acteurs, un non étatique et un étatique, commettent un acte et qu'au prononcer des peines, le Kidam a l'impression qu'on a un peu été
indulgent pour les acteurs. Qu'on n'est pas logé à la même Voilà, enseigne. on n'a pas été... Voilà. Ouais, donc là, ça pose un problème. Ça pose problème. Mais quand même, c'est bien, il faut dire que ce dossier-là est quelque peu représentatif c'est quand même satisfaisant. de la lutte contre la corruption. Le deuxième que je vais citer, oui, le deuxième, c'est la CNSS. La Caisse nationale de Encore que sécurité ce dossier sociale. n'est pas terminé parce qu'il y a jusqu'à 5 procédures qui sont engagées dessus. Mais il y a une procédure qui nous a donné satisfaction, même si la peine prononcée traîne à être exécutée. Qu'est-ce qui se passe? 85 agents ont été recrutés frauduleusement. Il y a eu une plainte, on a engagé le dossier, et entre-temps, au niveau du tribunal, on les condamne et on dit qu'il faut les exclure du service parce qu'ils ont été recrutés frauduleusement. Ok, on les exclut du service. Ils font appel. Quand ils font appel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau de l'appel, on trouve qu'ils ont été indûment exclus. Donc on dit à la caisse, reprenez-les et surtout, faites un rappel de salaire sur toute l'année au cours de laquelle ils étaient exclus, donc ils n'ont pas travaillé. Mais on les a enjoints à rappeler les salaires. Et c'était financièrement un coup dur pour la Caisse nationale. Ils ont fait ces rappels parce que d'ailleurs, il y avait une injonction et ils disent que si vous n'exécutez pas la procédure, chaque jour de l'État va vous coûter 100 000 francs. Donc la Caisse les reprend. Mais nous, on n'était pas satisfaits de ce résultat d'appel. On fait monter en cassation. Et là, à la cassation nous donne raison et ordonne à la Cour d'appel de reprendre ce jugement-là avec un tribunal autrement constitué. Ce jugement est repris et confirme que nous avons raison et ordonne à la Caisse de replacer les concernés là, tous ceux qui sont prévenus là, en leur état avant la décision qui les a réintégrés. À ce niveau-là, nous sommes satisfaits. Malheureusement, depuis 1 an, cette décision assez claire n'est pas exécutée. Parce que pour nous, l'exécuter aurait voulu qu'on remette tout le monde dans sa position avant qu'il ne soit repris. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le service. Oui. Et ça traîne à venir. Ça traîne à venir. Oui. En tout cas, ce sont des pas qu'on peut comptabiliser au titre de la lutte contre la corruption. L'autre volet qui nous satisfait dans ce dossier, c'est que les acteurs qui ont été épinglés, ils ont été condamnés. Et ils ont reconnu les faits. Mais cette procédure n'est pas épuisée. Puisqu'ils sont en appel. Ils veulent gagner. Ils sont en appel, ils veulent gagner. Voilà des cas spécifiques qui quand même autorisent un minimum d'espoir. Oui, juge Bernard Bougman. Oui, effectivement, c'est un cas spécifique qui est en même temps révélateur des réalités sociales. Parce qu'il s'agit d'emploi, rapidement l'émotion qui monte, ils vont perdre l'emploi alors qu'il y avait eu du boulot. Est-ce qu'il ne faut pas faire pardon pour qu'ils ne perdent pas le boulot? Donc, ça rend pas facile effectivement les choses. Et même la corruption, parce qu'il y en a qui sont convaincus que quand quelqu'un vous rend un service, vous lui donnez quelque chose. Et que ce n'est pas de la corruption. Donc ça ne facilite pas les choses. Maintenant, c'est comment est-ce que vous intégrez ces réalités-là dans la production de rapports? Parce que un vieux qui part négocier une place pour son enfant, la place est accordée, le responsable de l'établissement primaire public ne demande rien, mais le vieux estime qu'il faut donner quelque chose, il faut donner un coq, il faut donner un billet pour qu'il passe, donner à madame pour qu'elle puisse faire le condiment, voilà, parce que pour lui c'est naturel, il m'a aidé, je dois donner quelque chose. Tout à fait. Comment est-ce qu'on intègre ces éléments-là dans les enquêtes? En plus, M. Sagado Nakanabo, que ces pratiques-là sont inscrites dans notre vécu d'Africain. Je dis, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est la reconnaissance du service rendu. Et parfois, la limite ne se démarque pas véritablement entre ce qu'on pourrait appeler fait de corruption et reconnaissance reconnaissance de quelqu'un pour un service qu'on lui a rendu. Oui, c'est complexe, comme dit Juge Bernard, mais
vous savez que la loi, bien qu'elle ne soit pas parfaite, a prévu ces cas. Puisque on sait qu'il y a des cadeaux que vous ne pouvez pas refuser. Et si vous ne pouvez pas les refuser, il faut trouver un mécanisme de gestion pour permettre que ces cadeaux-là ne deviennent pas de la corruption. Donc la loi a prévu des mécanismes pour vous permettre de prendre ces cadeaux-là, mais de ne pas les garder pour vous. Puisque vous travaillez pour le service public, il faut que le cadeau-là s'inscrive dans le service public, que tout le monde sache ce qui a été donné et que ça soit bien géré. Il y a toute une procédure de gestion des cadeaux, qu'on dirait des cadeaux de reconnaissance, comme vous le dites, et qui sont difficilement refusables, mais en nature. Mais pas en espèces. Non, en espèces, il ne faut pas prendre un cadeau. En aucun cas. Même si c'est 10 francs, il ne faut pas prendre un cadeau. Parce que si vous prenez, c'est difficile que vous puissiez mettre ça dans les circuits de l'acceptation des cadeaux. Parce que l'acceptation des cadeaux exclut l'acceptation des cadeaux en argent. Espèces. Voilà. Donc il faut forcément que ce soit en nature. Voilà. Et en nature aussi, il y a des limites. Il ne faut pas que la valeur du cadeau dépasse 35 000. Ce qui correspondait à peu près au SMIC au moment où on adoptait la loi. Ensuite, il ne faut pas que la même personne donne au même agent public plus de 2 fois de cadeaux dans l'année. Donc c'est vraiment... Il y a des règles. Voilà, c'est mais justement, on ne connaît pas ces règles. Est-ce que ces règles sont vulgarisées au niveau de la population? Oui, ça c'est aussi notre responsabilité. Avec les acteurs de justice, nous travaillons à vulgariser les dispositions de cette loi-là. Parce que si on veut être aujourd'hui strict sur l'application de cette loi, je dirais que la moitié des agents publics même vont se retrouver hors de la fonction publique parce qu'ils sont en train de commettre, par exemple, le commerce incompatible. Un agent, comme un agent des impôts, n'a pas le droit de faire des activités commerciales. Oui. Or, si vous appliquez ça strictement à la santé, à l'éducation et, par exemple, aux impôts, mais vous videz la moitié des services, hein, oui. Parce que c'est devenu courant des gens qui créent des paris qui viennent se vendre dans les services, tout à fait. De petits articles. Il y en a qui ont pratiquement des officines pharmaceutiques à la maison. Tout à fait. Et ils ont souvent dans leur tiroir, tout en sachant qu'il y a des produits sensibles qu'on ne doit pas gagner à côté à la pharmacie, on peut donc rendre service aux malades entre griffes. Et les gens ne comprennent pas que nous puissions dénoncer tout cela parce que pour eux, ils rendent service. Il faut dénoncer tout cela. Le RENLAC a donc le devoir de vulgariser cette loi afin que au moins chacun sache ce qu'il y a là-dedans pour ne pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous suivez le tribunal de l'actualité avec aujourd'hui Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Le Burkina obtient la note de 42 sur 100 selon l'indice de transparency internationale et se retrouve au 78e rang sur 178. Vous me corrigez si je ne dis pas correct. Et gagne tout de même, si j'ai bien compris, 2 places par rapport à 2020. Est-ce que vous pensez qu'il faut applaudir le Burkina pour cela? Et d'autant que dans votre rapport de 2021 que vous avez publié hier, 52,13% des enquêtés estiment que la corruption est en hausse, contre 42,3% en 2020. Applaudir, non. Parce que si vous vous référez aux mêmes statistiques de transparence, vous allez voir que d'après leurs procédures, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, parce que eux, c'est le pays d'une façon générale qu'ils regardent, alors que nous, on regarde les services. Mais normalement, en tout cas, très souvent, nos résultats sont concordants. Sauf pour celui-là. Sauf pour celui-là. Mais malgré tout, quand vous regardez, il y a eu 2 points. Mais quand vous regardez dans le classement, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Ouais. On est resté au 78e rang. Voilà. Mais sur 178 pays, oui. Il y a 100 pays derrière nous qui ont été classés, moins bien classés que nous, oui, si j'ai bien compris. Oui, mais
est-ce qu'il faut se réjouir d'être... Non, moi je ne me réjouis pas, je vous pose la question. Parce que 42 sur 100, ce n'est pas la moyenne. Ce n'est pas la moyenne. Et nous, on se rappelle que le gouvernement de M. Roch-Marc Christian visait 60 sur 100 en fin de premier mandat. Ils sont une fois arrivés à 42, mais ils sont retombés encore à 40 pendant ce mandat-là. Bon, rebondir à 42 une autre fois, pour nous c'est assez précaire, j'allais dire c'est infime pour se réjouir. En tout cas, ce qui montre bien d'ailleurs ces piétinements. Voilà. Ces piétinements et ce recul aussi. Peut-être que c'est juste un facteur qui a permis d'avoir ça et que quand ils vont sortir le rapport 2022, on peut constater encore qu'ils sont repartis à 40. Mais véritablement, on pourrait se réjouir quand ils vont dépasser la barre des 50. Les 50. Il faut savoir que 50 sur 100, c'est la moyenne, puisque les notes vont de 0 à 100, et que plus vous êtes au-delà de 50, plus cette perception de la corruption est amoindrie dans votre pays. Oui, juge Bernard Bourgman. Oui, bon, je ne sais pas si on peut passer à un autre niveau de notre émission. Bien sûr, allez-y. Parce qu'il y a eu les classements qui ont été effectivement donnés. Bon, vous permettez? Alors, police municipale en tête, douane en tête, police nationale. Quand on constate, c'est ceux qui sont sur la route. En ce moment, on parle de petite corruption, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui sont sur la route et qui sont en contact avec les usagers. Police municipale, douane, police nationale. La gendarmerie est loin maintenant derrière avec comme on appelle ça, la DGTTM, qui faisait partie à un moment donné du top 5, pour ne pas dire du trio de tête. Oui. Mais là, les choses ont régressé. Maintenant, j'ai dit, quand on regarde, on a l'impression que c'est ceux qui sont sur les usagers de la route qui sont beaucoup plus épinglés. Est-ce qu'il y a une explication dans vos recherches par rapport à cela? Oui. Nous avions dans le temps, avec un ex-directeur général de la police nationale, était amené à proposer le retrait, la diminution de la présence des policiers sur les voies publiques. Et lorsque ça a été acté, on a constaté que ça permet de baisser les actes de corruption. Parce que souvent, comme l'avait dit le directeur en son temps, il y a des citoyens, ils ne sont même pas arrêtés. On ne les a même pas verbalisés. Ils voient un policier, ils viennent, ils le saluent. Et ils mettent dans sa main un billet de 1000 francs et ils continuent. Donc le contact, diminuer le contact peut faire baisser la corruption, comme on l'a si bien dit. Mais ce n'est pas suffisant parce que quand on regarde notre rapport, nous avons noté que la police, aussi bien nationale que municipale, et la gendarmerie et la douane ne sont pas les services les plus sollicités par les citoyens dans le rapport, puisque les citoyens citent les services qu'ils sollicitent. Les services les plus sollicités, le service le plus sollicité, c'est la santé. Ensuite, il y a la Sonabel, il y a l'ONEA, il y a un certain nombre de services qui reçoivent fortement du monde, mais qui ne sont pas en tête du classement. Des services les plus enclins à la corruption. Oui. Donc ça veut dire que le contact avec le public seul n'est pas suffisant pour expliquer. Ça demanderait peut-être qu'on fasse une étude plus pointue. Et bien sûr, à la limite de nos moyens, ce sont des choses que nous devons faire pour avancer, pour mieux comprendre le phénomène, pour le combattre. Alors, ce que vous dites est vrai, mais la santé, elle est sixième. Ouais. Elle est sixième. Ouais. Vous dites que c'est le service le plus sollicité. Ouais. Oui, c'est le service le plus sollicité, mais ceux qui sont enclins à glisser un billet et partir, c'est pas ceux qui viennent demander à se soigner. C'est-à-dire que la tentation de donner un billet pour se faire soigner est moindre que celui qui est pris au feu, qui est tenté de donner un billet puis passer. Donc la fréquence
n'est pas la même. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que c'est le service le plus sollicité, mais en termes de billets de banque qui peut régler un problème au quart de tour, c'est pas ce service de santé, c'est ceux qui sont sur la route. Les gens le prient au feu, et il veut lui-même, il est pressé que le policier lui dise de lui donner temps et puis partir. Oui. C'est ce qui est dans sa tête. Donc, oui. Alors que quand il vient pour une consultation médicale, il est d'abord souffrant, il n'est pas enclin d'abord à glisser un billet pour cette consultation-là. Pour cette consultation. Il vient pour la consultation. Il vient d'abord pour la consultation. Santé, donc il n'est pas enclin à demander qu'on l'aide à faire ceci ou à faire cela. Alors que sur la route, pour passer le feu, parce qu'on t'a pris en flagrant délit. Mais vous serez surpris que je vous dise que c'est le contraire qui se fait. Aujourd'hui, si vous avez un malade, vous remarquerez que vos voisins, pour venir vérifier la perfusion, les gens donnent de l'argent. Hein. Ah oui? Ah oui. Ils donnent de l'argent. Sinon, les agents de santé ne viennent pas. C'est pas qu'ils ne viennent pas même. Le gars se dit que si lui donne de l'argent, son malade sera privilégié par rapport aux autres malades. Et je vous dis, juge Bernard, que même des fois, des gens donnent de l'argent pour passer avant l'autre. Et des fois, ceux qui font ça, ce n'est pas le médecin lui-même qui est dans son bureau. Hein. C'est des agents à côté qui se disent, oui, si tu veux voir le docteur, moi je peux t'aider, mais pour que je t'aide, il faut me donner quelque chose que je vais donner au médecin. Nous avons documenté toutes ces pratiques. Hein. Les gens donnent de l'argent pour privilégier leurs malades, pour avoir un lit d'hôpital vide, parce qu'il n'y a pas assez de lits. Il y a des citoyens qui donnent de l'argent. Et c'est fréquent, très 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 fréquent. Autant que les gens sont pressés de donner l'argent pour avoir leur moto, les gens sont pressés de donner l'argent pour avoir pour se faire soigner. Alors que se faire soigner, c'est un droit. Oui. Et souvent, celui qui prend l'argent, même, ce n'est même pas celui qui soigne. Parce que si un parqueur ou un brancardier vous prend de l'argent pour vous aider à voir le médecin, et même s'il vous dit que c'est le médecin à qui il va donner cette somme, très souvent, nous avons pu vérifier que les médecins ne sont même pas au courant. Parce que le gars va aller dire au médecin, ouais, il y a mon oncle qui est là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Le médecin peut être sensible à cela parce que dans les relations professionnelles avec les collègues, on peut faire ça. Mais lui, il rend service parce que c'est l'oncle. Mais il se trouve qu'en réalité, ce n'est pas son oncle, c'est parce qu'il a pris de l'argent avec l'intéressé. Alors, on a eu des témoignages très, très éloquents sur ce genre de pratiques, des gens qui ont été pris la main dans le sac, qui ont été obligés d'ailleurs de rembourser les sommes d'argent qu'ils ont eu à estomper. Mais est-ce que parfois ce n'est pas parce que ces personnes-là aussi n'ont pas le choix? Parce qu'il a son malade qui est là, qui traîne, il souffre, il a quand même besoin que celui-là soit pris en charge, alors que cette prise en charge n'intervient pas rapidement. Oui, c'est vrai. Oui. Nous avons même, paradoxalement, un de nos agents dont la femme était à la maternité de Yalgado, hein? Et quelqu'un l'a pris dans le couloir et dit que votre femme, là, il faut qu'on intervienne rapidement, parce que sa situation est assez grave, mais il faut que vous me donnez 50 000 francs. Ah. Et lui, il avait quitté un service privé, parce que là-bas, on disait de payer, bien sûr, pour faire l'intervention. Maintenant, il est à Yalgado, et on lui fait ça dans le couloir. La femme souffre, la femme se plaignait qu'il ne s'occupe pas bien de son état de santé. Il était dans un dilemme, il a donné les 50 000. Pour pouvoir... Et il nous a avoué que lui-même, il ne connaîtrait même pas cet argent. Parce qu'au moment où il lui donnait les 50 000, lui, il voulait juste qu'on s'occupe de sa femme. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne voudrait pas que pour 50 000 francs, sa femme perde la vie. Alors qu'il peut avoir 50 000 francs. Donc, il l'a fait. Il l'a fait pour sauver sa femme. Et pour que ça aille vite. Oui. Ce sont des situations quand même pratiques, quotidiennes, oui, qui interviennent. Parfois, ce n'est pas parce qu'on veut forcément s'inscrire sur ce chemin de la corruption, mais les faits nous y obligent.
Sur ce volet, vous avez... Non, c'est... Alors moi, je m'intéresse justement à votre travail, puisque cette année, selon le rapport, donc, vous avez développé un indice composite de mesure de la corruption dans les administrations publiques. Ça s'appelle ICMC-AP. C'est un indice qui mesure donc le degré de la corruption dans un service public à travers la perception et les expériences de corruption. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les caractéristiques et les avantages de cet indice-là, et en quoi il diffère donc de l'indice de Transparency International? Vous avez dit tout à l'heure que justement vous vous intéressez aux services, tandis que Transparency International s'intéresse de façon plus globale au pays. Alors, merci. C'est une question de méthodologie. L'indice composite donc des mesures de la corruption, c'est différent de l'indice synthétique que nous avons déployé l'année passée. Et d'ailleurs, dans le rapport, nous avons fait les deux classements. Le classement selon le nouvel indice et le classement selon l'ancien indice. Il y a des variantes. Mais je peux vous assurer que selon le classement dans ces deux indices-là, les trois premiers là sont encore les mêmes. Ce sont les mêmes qui viennent, qui font le tir de tête. Oui. C'est-à-dire la police municipale, la douane et la police nationale. Oui, mais ça a changé pour certains services. Pourquoi? Parce que dans l'indice composite, on fait intervenir les expériences où les gens ont donné des sommes d'argent. On a donc intégré un système de calcul que nous avons expliqué dans le rapport. Les statisticiens ont expliqué comment ils calculent. Donc, on combine, c'est pourquoi on dit c'est composite. On combine la perception pour avoir les fréquences, on donne une note coefficientée à cela, mais aussi les sommes d'argent. Parce que nous sommes quand même sensibles aux critiques des gens qui nous disent depuis des années, oui, vous vous contentez de la perception, vous notez pas qu'il y a des fois, certains prennent 2000, mais d'autres prennent 1 million, 2 millions. Donc, on a donc fait le calcul en intégrant les sommes d'argent que nous avons travaillé à avoir. Parce que quand quelqu'un témoigne, nous cherchons les preuves. Jusqu'à la limite du possible. Oui. Puisque on ne peut pas avoir des reçus. Et c'est vraiment ça la limite. Si on pouvait avoir les reçus, ce serait encore plus, j'allais dire, plus certain pour notre calcul. Mais bon, les gens qui prennent 3 000 francs, 300 000 francs pour faire de corruption ne vous donnent pas un reçu. C'est ça. Enfin, il y en a même qui donnent des reçus. Ah bon, hein? Oui. Même on parle de faits de corruption. Oui, nous avons un cas comme ça où à Bobo, un agent a dit à quelqu'un qu'il peut l'aider à ce que son dossier soit enrôlé plus vite, mais qu'il faut qu'il lui donne 100 000 francs. Il nous appelle. On lui dit, mais c'est bien, mais il faut lui demander, est-ce que quand même il peut te faire une décharge? Quand il a demandé, le gars dit, non, que ça ce n'est rien. Il lui a fait la décharge. Et bon, donc, ça nous a servi de pièce pour épingler le... Il a livré un reçu. Oui, il a fait une décharge. C'est une décharge où il reconnaît avoir pris avec monsieur Intel la somme de 100 000 francs et puis il a signé. Et cette somme n'est pas allée dans le circuit normal? Non, c'est pour lui. C'est pour lui, puisque c'est juste pour que lui puisse aller voir les juges pour que son dossier avance plus vite. Et effectivement, le monsieur était satisfait. Parce qu'après ces 100 000 francs-là, son dossier était enroulé à la prochaine séance. Donc, lui, il n'était même plus intéressé par ce que nous voulons faire par procédure à suite. Il n'était plus intéressé parce que pour lui, c'est vrai qu'il a réglé 100 000 francs, mais son problème est réglé. Il a réglé son problème. Il ne s'intéresse plus à nous. Oui. Ouais.
Donc, il ne s'intéresse plus à lui. Justement, sur ce rapport, vous avez travaillé sur un échantillon de 3000 personnes. Oui. Est-ce que par rapport aux années précédentes, l'échantillonnage a été revu, a augmenté, amélioré? Et est-ce que c'est assez représentatif, finalement, de la population du Burkina pour arriver, pour crédibiliser les chiffres que vous donnez et le classement aussi que vous donnez dans ce rapport? Bon, en tout cas, selon les statisticiens, avec les 20 millions de population là, 2000 est largement suffisant. Maintenant, on est passé de 2000. Pour les autres années, c'était 2000. Bon, il peut arriver qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui n'arrivent pas, mais c'est 2000 qui est vraiment la moyenne. Cette année, pour la première fois, on est passé de 2000 à 3000. Et depuis 3 ans, je pense, nous sommes à une récolte numérique et suivi par un comité au siège qui utilise le numérique pour vérifier la localisation de l'agent qui envoie les résultats. Parce que tout ça nous permet d'être un peu plus certains de ce que nous recevons comme données. Oui. Mais statistiquement, les 3000, c'est assez représentatif. C'est nettement représentatif. Et nous avons tenu compte du dernier recensement parce que jusqu'en 2020, nous avons travaillé sur le recensement général de la population qui datait depuis 2006. C'est ça. Donc vous avez actualisé les données. On a actualisé les données, on a essayé de faire les quotas en fonction de la configuration de la population. Et c'est en ce sens que vous voyez que, par exemple, plus de 50% des enquêtés sont des femmes. Parce que les femmes représentent effectivement aussi plus de 50% de la population. Oui, juge Bernard Bouin, il y a encore une préoccupation. Oui, ma préoccupation, c'est la 4e position occupée par l'enseignement post-primaire. Oui. C'est même mis entre parenthèses 6e et 3e. Et bon, je suis inquiet parce que c'est l'enseignement. C'est nos enfants. Oui. Et c'est ça qui m'inquiète au niveau de l'enseignement post-primaire. Vous avez la 4e place. Vous avez raison parce que en faisant avec l'indice composite, l'enseignement et la santé se sont rapprochés. Ah oui, effectivement, la santé est en 6e position. Oui, ils se sont rapprochés par rapport à leur classement. Parce qu'avant, la santé était toujours autour de 11e, 12e. Mais cette année, ils sont venus à 6e parce qu'on a tenu compte des montants, des sommes d'argent qui sont perçues. Que ce soit petit ou que ce soit grand. Oui, et l'enseignement post-primaire, et là aussi, c'est parce que nous avons tenu compte des ventes de places, les sommes d'argent qui sont récupérées. Vous savez que, par exemple, dans l'enseignement technique, parfois, ça atteint 250 000 pour avoir la place. Et dans certaines villes, nous avons noté, par exemple, une année à Banfora, au cours des enquêtes, qu'il y a un boutiquier qui avait des tickets de place. Ah bon? Un boutiquier, c'est-à-dire, il est à la boutique, il te demande, est-ce que tu ne veux pas une place dans telle école? Si tu en as, tu me donnes 50 000 et puis tu auras la place, il te donne le ticket et puis tu vas voir un tel et puis c'est réglé. Disons, donc les places sont monnayées. Voilà, monnayées. Donc c'est vraiment... Mais c'est pourquoi aussi, en tout cas je peux dire que nous avons mis un accélérateur dans le service de la santé et de l'éducation parce que nous avons visé de façon prioritaire ces 2 services-là pour mettre un mécanisme de veille. Et il y a de nombreux agents qui sont actuellement dans des procédures judiciaires. Il y a certains qui ont négocié pour rembourser les sommes d'argent aux intéressés, mais il y en a, et que ce soit à Koudougou où un agent a pris quelqu'un dans le noir pour l'opérer et que l'intéressé est décédé et que ses parents ont engagé la procédure, cet agent a été jugé et condamné à 12 ans et avec des amendes.
à 12 ans avec des amendes. Le phénomène de la corruption est un phénomène crucial. Il faudrait lutter contre ce phénomène. C'est difficile, on n'avance pas beaucoup, mais il faudrait que dans les comportements, les bons actes s'impriment afin que l'impunité recule lui aussi. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de cette semaine, qui vous a proposé un état de lieu sommaire de la corruption au Burkina avec Sagado Nakanabo, il est secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci Président, merci Juge Bernard. Merci. Merci au juge Bernard Bougma, donc, qui était seul au siège aujourd'hui. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.